Damien van der Meersch, je vous invite à prendre la parole. Professeur en droit pénal, expert en la matière, auteur d'un article sur l'ancienne loi de l'internement datant de 2007. Vous allez critiquer peut-être aussi la nouvelle loi, je dirais la loi Ancio, même s'il n'est pas le seul à l'avoir introduite, déposée. Je retiens aussi un aveu de fiabilité. Vous allez entendre le spectre de la récidive qui plane sur notre façon de traiter les jugements sur les internés. Je vous invite à prendre la parole. Je vous remercie. Monsieur l'avocat, vous êtes un redoutable procureur. Vous avez dressé un terrible réquisitoire de la situation de l'internement en Belgique et je crains que votre condamnation est sans appel. Je ne vais pas plaider. Je ne vais pas plaider, mais je vais peut-être reprendre mon ancienne casquette de juge d'instruction et un peu instruire à charge et à décharge. À propos de qui? Séparation des pouvoirs, ça risque d'être une dérogation au principe de séparation des pouvoirs par rapport au législateur, puisque l'objet de mon intervention, c'est d'évaluer, ou plutôt d'émettre quelques réflexions en 15 minutes par rapport au processus législatif. Alors, je ne vous cache pas que je suis un peu perplexe. Dois-je évoquer la loi de 1930, revue en 1964, que l'on avait enterrée pourtant bien haut et fort en 2007, et qui, 7 ans plus tard, est toujours d'application, et qui, je le crains, sera encore d'application pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. La loi de 2007, elle était porteuse d'espoir. Enfin, on avait une loi relative à l'internement, qui, s'il a suscité pas mal de critiques, et j'y reviendrai, avait également quelques points positifs. Il faut rappeler que cette loi adaptait la terminologie, les termes sont quand même importants puisque ce sont quand même les critères du jugement. La généralisation de l'expertise judiciaire, l'expertise psychiatrique était un élément important et l'introduction d'un contrôle judiciaire qui devait offrir aux internés davantage de garanties. Toutefois, les critiques, et elles sont venues également de ma part, ont été nombreuses, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une loi qui ne répondait pas aux besoins de la pratique, qui se trouvait quelque part en hiatus avec le terrain. Et donc, notamment, c'est la question de la flexibilité du trajet de soins, élément qui a été pris en compte par le législateur de 2014. Dois-je évoquer la nouvelle loi? Alors, je vous dis, je n'ai pas encore écrit un article sur la nouvelle loi parce que j'ai peur qu'il y ait peut-être encore une nouvelle loi par après. C'est quand même surprenant notre processus législatif. On vote une loi en 2007, on temporise l'entrée en vigueur parce qu'on sent qu'il y a des problèmes. Le législateur temporise aussi pendant pas mal de temps. Et puis quelques sénateurs ont le courage de s'y mettre au pas de sénateurs, et je ne leur en fais pas le reproche. Au contraire, c'est un processus où ils ont pris le temps de la réflexion, d'entendre des gens du terrain, d'entendre les critiques et d'essayer de les prendre en compte. Mais après, tempo, accéléré, en une nuit, la commission de justice de la Chambre examine le texte, le vote. Alors les débats sont assez extraordinaires, ça prend 1 page et demie, le rapport de la Chambre sur une question aussi importante. Ah oui, mais dissolution des chambres. Le législateur a effectivement un tempo assez paradoxal. Le problème n'est-il pas qu'une législation digne de ce nom, qui a pour vocation quand même d'être appliquée, ne peut se concevoir sans les conditions et les moyens indispensables pour sa mise en application. Et là, on sait qu'en matière d'internement, ce n'est pas une question dans le vide. On sait actuellement qu'on manque, d'abord que les internés eux-mêmes manquent cruellement de moyens, mais également que tout le secteur n'a pas le dispositif, les moyens d'offrir aux internés le dispositif dont le législateur pourtant a prévu l'organisation. Je n'évoquerai pas, ça a déjà été suffisamment soulevé, des internés en prison. Ça montre bien que pour le moment, le dispositif en place est totalement inadéquat.
Alors, le législateur de 2014, il faut reconnaître qu'il y a eu cette volonté, ce vœu, de prendre en compte les réalités de terrain et de tenter d'y remédier. Je souligne notamment le caractère contradictoire de l'expertise, la révision de la composition de la Chambre de protection sociale, une plus grande flexibilité, bien que, en tant que juriste, je peux vous dire, le texte me laisse rêver sur plusieurs points où je ne comprends pas, mais peut-être que je ne suis pas très malin. Et également, tout le dispositif, le choix, l'option du législateur de prévoir ce trajet de soins adapté. J'ai comme un petit bémol l'absence d'appel. N'oublions pas qu'on est actuellement avec une possibilité d'appel dorénavant. Déjà en 2007, c'était prévu, mais on avait l'occasion de quelque part réparer, puisque c'est une loi réparatrice, de réintroduire l'appel. Je peux vous dire, je le vois quotidiennement pour les condamnés. Au niveau du tribunal d'application des peines, le condamné qui se voit à chaque fois refuser la modalité, la surveillance électronique, la libération conditionnelle, revient toujours devant le même juge. À un moment, il se dit, le juge, il est contre moi. Hein? Il refuse toujours. Ce n'est pas nécessairement vrai. Et même pour le juge lui-même, il ne peut même pas se défendre s'il est accusé de partialité en disant, vous n'avez qu'à aller en appel. Oui, il peut aller en cassation. En cassation, là, ne vous faites pas d'illusions, le contrôle est quand même très formel et très différent. Alors, quel est l'enjeu du cadre légal? L'enjeu du cadre légal, je pense que c'est d'abord prendre en compte la situation, la problématique particulière de l'internement. Nous avons des personnes particulièrement vulnérables sur le plan mental, mais également sur le plan social. Or, il y va de droits fondamentaux, le droit à la liberté, le droit aux soins. Et c'est vrai que l'inquiétude est de dire, mais il pourrait y avoir effectivement une difficulté pour ces personnes d'exercer par elles-mêmes les droits et de pouvoir profiter des garanties de la procédure. On a évoqué des fois les internés comme les oubliés dans les prisons, les oubliés de la justice. Donc, importance de prévoir ces garanties judiciaires, d'où la judiciarisation du processus d'exécution de l'internement, d'où davantage de garanties du contradictoire lors de la décision d'internement. Mais la judiciarisation a son revers, l'alourdissement des procédures. Il est évident que l'agenda judiciaire est très éloigné du traitement, du trajet de soins adapté. Et donc là, il y a évidemment cette tension, d'une part, avec une nécessaire flexibilité dans les soins. Pour les soins, on doit partir de la personne, de sa situation. Lorsqu'il s'agit, bien entendu, de judiciaire, on part davantage du jeu, du débat judiciaire, où, soyons clairs, l'interné n'a pas toujours souvent la parole. Autre enjeu, et là, je me positionne plus dans ma position de magistrat, c'est comment le juge va aborder cette problématique de l'internement. Alors vous savez, le juge, lorsqu'il juge, lorsqu'il décide, il aime bien connaître, il aime bien avoir tous les éléments, statuer en connaissance de cause, expliquer, justifier, motiver. Et là, il est face des fois à l'inexplicable, à ce qui dépasse l'entendement, à ce qui relève de l'insensé. Vous savez, pétri de la norme, le juge, soyons clairs, il est désarmé face à l'anormalité. Donc il a besoin, quelque part, de soutien. Il a besoin de partager, il a besoin de contradiction. D'où l'importance de l'expertise. Mais l'expertise contradictoire, parce qu'elle permet le débat, parce qu'elle permet, quelque part, de statuer, d'avoir les éléments pour statuer en connaissance de cause. Il y a aussi un problème, c'est que la réponse est binaire. Alors j'allais dire c'est ça ou ça, enfin on ne sait pas où on doit situer, ou ça ou comme ça, mais c'est internement, pas internement, responsable, pas responsable. Or, on sait que les situations sont complexes, on parle de personnalité borderline, mais on dit bien qu'on est des fois avec des situations frontières, il n'y a pas de place pour une appréciation finalement plus nuancée. Et puis je voudrais ne pas occulter dans ce débat
la dimension, on a fort incité sur la dimension de soins, mais sur la dimension protection de la société. Soyons clairs, le spectre de la récidive hante, ben oui, l'opinion publique, hante les débats publics, mais hante les débats aussi devant les juridictions. Le juge est inquiet. Effectivement, il a quelque part une obligation, alors on va quand même dire de moyens, d'éviter la récidive, pas de résultat. Mais quand ça tourne mal, on va quand même le désigner du doigt et, si nécessaire, envisager une modification de la législation. La récidive, le spectre de la récidive est évidemment omniprésent. Alors je pense qu'il faut pouvoir rassurer le juge. Il faut pouvoir rassurer le juge dans le sens qu'il prenne la bonne décision. Or, prendre une décision de soins extramuros est toujours une prise de risque. Alors, l'illusion qu'il faut dénoncer, c'est de croire que l'enfermement, la privation de liberté implique une réduction du risque. Tolérance zéro, risque zéro, l'enfermement représenterait, incarnerait cela. Or, on sait que, précisément, on cultive dans l'enfermement le risque parce qu'on ne soigne pas, parce qu'on n'offre pas de perspective et parce que, quelque part, on coince la personne. Je vois qu'on fait déjà pression sur moi pour que je termine. Et je terminerai sur une réflexion plus globale. Soyons clairs, l'option du législateur, elle est pas mal. C'est de dire, précisément, si l'on veut rencontrer, si on veut contrer la récidive, assurer la protection de la société, ce n'est pas en enfermant dans les prisons. Ce n'est pas la situation actuelle, au contraire, c'est complètement contre-productif. C'est par un trajet de soins adéquat en vue de la réinsertion. Alors, je laisserai aux autres orateurs le soin de déterminer, de développer cet accompagnement thérapeutique, mais je ne voudrais pas qu'aujourd'hui on oublie la troisième dimension. L'internement, oui, il y a une dimension judiciaire, il y a une dimension du secteur des soins de santé, mais il y a une dimension sociale qu'il ne faut pas négliger. Nous avons des gens fort démunis, très fort démunis. Actuellement, nous faisons face à une justice à deux vitesses. Non seulement les internés n'ont pas de moyens, mais le secteur qui est censé les soutenir et les accompagner n'ont pas davantage de moyens. Alors, je sais, on y reviendra chaque fois pour cette question de moyens, mais c'est aussi une question de cohérence. Vous savez, le juge, il a besoin de cohérence dans sa décision aussi. Il regarde aussi le devenir de la décision qu'il va prendre. Et d'ailleurs, ça va le déterminer. Et là, je pense que la question des soins essentiels, mais également la question de la réinsertion, c'est-à-dire la dimension sociale. Alors, la chenille et le papillon, mais je pense qu'on aura besoin de ces trois composantes pour... Le papillon, ce n'est pas en prison qu'il pourra s'envoler, mais je crois que le papillon doit d'abord, la chenille, doit devenir chrysalide dans la tête et dans l'environnement. Et je pense que ce que nous devons souhaiter à tous les internés, c'est qu'ils redeviennent acteurs de leur propre vie, qu'ils parviennent à se construire un avenir émancipé, affranchi ou avec le passé douloureux, le passé sans doute pénal, mais le passé également psychiatrique. Mais là, quand on parle de moyens, et l'Assemblée aussi nombreuse devant moi, je veux terminer par cette note d'optimisme, les moyens, c'est nous tous aussi. Les moyens, c'est nous tous aussi qui sommes aux côtés au quotidien des internés. Et là, soyons clairs, on doit faire à la fois preuve de modestie. La problématique reste très difficile. Mais d'autre part, les internés, ils doivent pouvoir s'en sortir. S'en sortir, pas seulement des prisons, mais également s'en sortir au niveau de leur vie. C'est important pour eux, mais aussi pour leurs proches. N'oublions pas, et je ne vous cache pas que c'est une inquiétude que j'ai grandement. Actuellement, dans le secteur de la protection et de l'aide à la jeunesse, on a les enfants de nos internés, on a les enfants des gens qui ne vont pas bien. On voit que le défi est vraiment de taille. Stéphane, Merci beaucoup, Van der Meer. Attends, Monsieur le Président. Oui. Avant de remercier M. Van der Merch et
d'introduire l'orateur suivant. Moi, je voudrais simplement ajouter une toute petite chose en ce qui concerne le texte qui a été voté récemment. De manière un peu surprenante, ici je vous en parle, c'est parce que nous avons évoqué ça en conférence de presse tout à l'heure, prévoit ce que prévoyait déjà, semble-t-il, la loi de 1964, mais qui n'a jamais été mis en application, la possibilité, c'est l'article 84, paragraphe 2, de porter à charge de l'interné lui-même ou de ses débiteurs d'aliments, les frais de l'internement. Et lorsque l'on a débattu de cette question, on a maintenu tout de même dans le nouveau texte ce bout d'article qui est important, à la fois symboliquement, mais aussi sur le plan des frais en eux-mêmes, de la prise en charge des frais. On peut donc se poser la question de savoir pourquoi ce texte a été maintenu comme tel. La ministre s'est engagée devant les parlementaires à ne pas mettre en application cet article, mais alors pourquoi fallait-il le voter? C'est une question que nous poserons tout à l'heure en débat. Mais je voulais simplement évoquer cela pour compléter le cadre légal qui vient brillamment d'être décrit comme à son habitude par Damien Van der Merch. Tu as la parole, Stéphane. Merci, monsieur le président. Dank u opnieuw, meneer Van der Meers, om op zo'n mooie manier uw uiteenzetting ook binnen de tijd te houden.